Bonjour tout le monde, je crois qu'on peut commencer. Pour me présenter, moi je m'appelle Noah Sharma, je suis Senior Program Assistant, ici c'est chez Digital Square. Je suis basé à Seattle et encore, merci de nous rejoindre. Euh, Avant de commencer, j'ai juste quelques points d'entretien, comme j'imagine que vous le savez déjà. Cet appel va être enregistré sur notre wiki et notre site web. Et si vous avez des questions, merci de les mettre dans le chat et on peut les adresser dans notre section questions et réponses. Mais, euh, mais avant ça, je crois qu'on a José ici. José, est-ce que vous êtes là? Voilà, je te vois. Bonjour José. Euh, Bonjour. et tout le monde, juste pour présenter notre orateur aujourd'hui, José. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, José est consultant en gestion des données, normes et interopérabilité. Il travaille dans le secteur des technologies de l'information et des données de santé depuis plus de 20 ans. José a développé les produits de santé Orbis Air et Impact BIR. En outre, il a participé à des projets d'intégration tels que le développement des systèmes d'intégration et d'analyse des données en Europe et en Amérique latine, les intégrations dans un grand groupe hospitalier à Paris et a contribué au cadre national d'intégration en Belgique. José est aussi coprésident d'IHE Pharmacie, ainsi qu'un fervent partisan et contributeur de FIRE. Depuis 2009, José contribue à l'élaboration des normes mondiales dans le domaine de la santé, comme HL7, IHE, ISO. Il a également facilité le lancement des groupes de travail HL7 et IHE au Brésil, au Portugal et en Belgique. Merci José, et avec ça, je te donne la parole. Merci. Bon, pour résumer tout ça, bon, je veux que les choses bougent rapidement dans les domaines du standard et c'est ça. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Donc, c'est mon rôle normalement d'accélérer un peu les standards, l'adoption des standards, les discussions sur les standards. Donc, bienvenue. Et bon, cette session aujourd'hui, c'est pour le profilage en FIRE. Donc, comment adapter la norme FIRE pour nos contraintes, nos environnements. Et aujourd'hui, je présenterai quelques concepts, quelques notions pour vous aider à ça. Donc, nos sessions de nos webinaires ne sont pas une formation officielle. Donc, c'est pour vous donner un background, pour vous aider à décider qui, quand et comment chercher les formations. Mais bon, c'est pour ouvrir les portes, pour ouvrir les idées, pour savoir les aspects basiques de notre abordage FIRE et pour surtout créer une communauté de collègues qui sont intéressés de participer aux discussions, de chercher quelles sont les bonnes pratiques, quel est l'état courant des normes et de l'utilisation des normes. Donc, c'est ça le rôle de cette session. Et pour ça, aujourd'hui, on va parler de profilage. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre la norme FIRE et l'adapter ou l'adopter pour un contexte national, régional, etc. Et ça, bon, c'est ça notre objectif. Je peux déjà partager mon écran. Et peut-être supprimer mon vidéo. Avant de partager, pardon, est-ce que tout le monde qui participe ici a été présent ou a vu le vidéo de la session précédente? Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être dans la chat? C'est pas de souci, on peut récupérer un peu les aspects de base. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas vu ou participé à la session précédente qui était l'introduction à la norme FIRE? Si vous pouvez mettre cette indication dans la chat, s'il vous plaît.
parce que ça m'aiderait pour rappeler quelque chose ou pour à la mesure qu'on présente les concepts qu'on peut. OK, merci. Donc, au moins une personne qui n'était pas là. OK. Donc, je tiendrai ça en attention. Avant tout, désolé de mon français, c'est pas bon, mais j'espère que ça suffit pour présenter les aspects essentiels. Donc, les remarques essentielles qu'on a déjà parlé en avant, mais bon, c'est pas une formation, on n'a pas ces courses, donc c'est pas un cours, c'est un webinaire. On n'est pas recommandé, on n'a pas une recommandation d'HL7. C'est pas dire, c'est pas, ça veut pas dire que qu'on n'a pas parlé avec HL7 tout ça, c'est que à HL7 ils font des formations officielles. Nous, on ouvre les portes, on ouvre les idées, on partage les aspects basiques pour exactement décider des formations. Donc, aujourd'hui, c'est pour comprendre et appliquer les concepts de profilage qui existent déjà en Fire. Et on va faire un très petit exemple. Donc, je vais en fait vous montrer deux pour que vous puissiez voir conceptuellement et pratiquement qu'est-ce qu'on fait. Donc, on veut adopter quelques parties de Fire, quelques aspects de Fire pour notre pays. Comment est-ce qu'on le fait? On va le faire grosso modo, hein, mais c'est pour les concepts essentiels, c'est pas tous les détails. Mais le plus important, c'est que à partir de cette session, on vous invite à vous engager avec les normes. Et la communauté FIRE, c'est la plus grande force de la norme FIRE, c'est la communauté. Et alors, je pense que community.fire.org n'existe plus, ou on va la supprimer. Le point central de réunion, de discussion, c'est le chat.fire.org. Donc, s'il y a quelqu'un dans cette session que n'a pas encore une compte sur chat.fire.org, je vous invite à la créer parce que c'est très bon pour les basiques, pour les discussions pratiques, conceptuelles, d'adoption, d'implémentation, d'évolution. On a toute une série de discussions là, c'est très intéressant. Et c'est pour engager les gens. Je sais pas si on a une stream en français. Je sais qu'on a des discussions en français, mais je sais pas s'il y a une discussion francophone. Mais sinon, il faudra la créer. Et donc, c'est un point de partage, de collaboration que je vous invite fortement à ouvrir une compte et participer là. Donc, on y va. Pourquoi profiler Fire? Donc, d'après la dernière session, donc la première session, on a vu que, d'une façon résumée, Fire touche plusieurs aspects. Donc, l'aspect essentiel, c'est le modèle d'information et des données. Donc, on a des ressources avec des éléments et les éléments ont un type de données. Donc, on a le ressource patient, la ressource medication, etc. Mais pour le ressource patient, on a comment dire, on a les attributs, par exemple, le patient gender. Et le patient gender a un type de données qui est, dans ce cas-là, et je pense qu'il y a un code. Ici, c'est un code. On a aussi les aspects de terminologie. Comment définir les codes qui sont possibles, l'ensemble de valeurs qui sont possibles pour un élément donné d'une ressource. Donc, pour patient gender, on a 4 valeurs qui sont possibles et la norme FIRE préconise qu'on n'a que 4 valeurs. Donc, si on veut, par exemple, ajouter les patient gender identity, on doit ajouter quelque chose à côté. Donc, si dans notre pays, on a un patient gender identity, et si on veut faire que ça soit part de notre spécification nationale, c'est absolument nécessaire de créer quelque chose à côté parce que le patient gender a déjà en value set, un ensemble de valeurs déjà définies. Donc, ça, c'est la partie d'échange données, oui, la partie centrale de l'échange données de FireD. C'est les objets, donc les ressources, avec des éléments et les types de données qui correspondent, et certains éléments correspondent à éléments qui sont codifiés pour lesquels on a la terminologie qui s'applique. Mais Bonjour c'est pas José, ça. Oui, votre écran n'est pas visible.
Oh, pardon. Merci. Oh, oui, il fallait ajouter l'autre bouton. Ah oui, et encore un autre bouton. Pardon. Je n'avais pas vu ça et je ne voyais pas le chat. Merci de votre appel d'attention. Est-ce que c'est visible maintenant? Oui, on le voit maintenant. Merci, José. Désolé, hein. Donc, oui, je parlais de ça, de cette boîte ici, les ressources, éléments, type données et le value set, les ensembles de valeurs qui sont liés à un système de codage, par exemple, SNOMED, LOINC, etc. Donc, c'est ça la partie essentielle de Fire. Euh, Après ça, Fire nous parle aussi de comment faire l'accès aux données. On a des ressources, des échanges restent de ressources, par exemple. On a bulk data, donc plusieurs de données, par exemple, on utilise ça les transmettre, pour transmettre des informations entre systèmes, donc oui, système central, pas patient to patient, hein, pas par chaque patient, mais toute une série de toute une population à la fois. Recherche, ça veut dire, oui, search, donc donne-moi le patient qui a cet âge, qui a cette condition, etc. Donc, c'est des paramètres de comment faire des recherches techniquement en Fire. Et on a aussi des aspects des opérations. C'est des opérations du serveur. Par exemple, de demander au serveur hier de me créer un document qui c'est un ensemble de ressources avec ce patient, cet objet-là. Par exemple, on peut demander au serveur des choses comme prière de me créer la liste ou l'état de vaccination de ce patient. Si on a les règles, on peut les transformer dans opérations Fire. Et une des aspects d'accès de Fire, c'est les opérations. Donc, on peut demander au serveur soit pour la recherche ou soit pour dire au serveur de faire la recherche et de donner simplement le résultat déjà digéré, déjà tout compilé, etc. Sur la couche de transport, on parle normalement de REST quand on parle de Fire, mais c'est pas la seule chose. On peut parler aussi des documents. Donc, les documents sont ensemble des documents, ensemble de ressources qui basiquement, font un snapshot. Donc, si je dis ma carte de sortie de l'hôpital ou, par exemple, mon patient summary, mon sommaire, résumant je sais pas, la carte oui, la carte sortie de l'hôpital, c'est le bon exemple. On peut dire, en Fire, c'est pas une ressource, c'est un ensemble de ressources. Donc, Fire préconise aussi quelque chose sur ça. Mais ça, Messages, c'est encore au niveau de transport. Donc, c'est pour les connexions point to point. SOAP, il est aussi supporté dans Fire. Je sais pas, sincèrement, je sais pas comment. J'ai pas jamais essayé. Mais c'est ça la partie plus technique, je dirais. On a aussi les modèles, l'analyse des modèles de Fire. Oui, voilà, si on parle de cartographie, mais je pense que c'est plutôt l'expression, désolé de ma mauvaise traduction révision, c'est le mapping. Donc, si on parle de cet élément correspond à cet élément, oui, on parle de crosswalk, on parle de mapping, mais donc c'est ces types de relations entre des concepts dans Fire. Donc, Fire a aussi des possibilités pour le mapping et les modèles logiques, c'est les modèles plus abstraits d'informations. Ça serait extrêmement important. J'espère vous démontrer aujourd'hui comment ça sent pour dire que c'est, à mon avis, c'est vraiment important pas pour le fonctionnement technique, mais pour l'adoption en pratique par un pays. J'y arrive. Et aussi dans Fire, on a plusieurs aspects qui servent comme soutien à la mise en œuvre. Par exemple, la validation en Fire. Fire, est une norme qui est, où la plupart des specs sont computables. Je pense pouvoir utiliser ce mot-là. Donc, tout c'est computable, calculable, je ne sais pas comment dire, mais la machine peut dire, si on dit que cet élément ici, c'est une string de 266 caractères, on n'a pas besoin de manuellement valider ça parce que
la façon technique de le faire en Fire nous permet une validation automatique. Donc, c'est une des plus grandes aides qui sont au corps, vraiment au milieu de Fire, c'est la validation, les specs computables. Et aussi la partie de faire les spécifications, on va les voir aujourd'hui, et comment le déployer, comment le faire. Donc, c'est pour la mise en œuvre, on a pas mal de choses qu'on va parler ici et dans d'autres discussions, mais ça, c'est la partie importante de notre scope. Donc, j'avance. Pourquoi pourquoi Profil Fire et comment ça marche? Pour notre discussion aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est que on va, on va prendre comme exemple euh, une, une, une spécification qui pourrait être spécification nationale, je sais pas. Donc, on a la spécification base et le principe ici, c'est que on va construire on va définir on va ajouter et faire des contraintes en couches. Donc, on va faire, par exemple, ici, l'exemple, on a la norme FIRE qui définit, par exemple, voici le patient, voici le patient gender, c'est ça. Mais on peut dire de côté HL7, côté IHE ou OpenHIE ou des autres spécifications nationales ou globales, on peut dire oui, mais le patient gender identity, c'est ici, dans cet endroit-là, dans cette position, on peut définir des autres choses. Et les choses qu'on peut définir, c'est des contraintes et les extensions. On va voir comment ça marche, mais l'important ici, c'est de dire chaque couche peut ajouter ses contraintes, ses extensions, et on a, par exemple, une couche, on pourrait avoir une couche internationale, on pourrait avoir une couche nationale et une couche de projet. Donc, le numéro de couches là, c'est pas limité. L'important, c'est que on peut construire des couches à partir du moment qu'on on construit notre couche sur la couche de base Fire. On connaît ça. Mais si, par exemple, si mon projet, si je veux faire un projet et si j'ai pas une couche nationale, je, je peux la baser sur la base Fire, sur la norme Fire, ou je peux faire ma spécification sur une norme internationale. Donc, il faut choisir quelle est notre couche base sur laquelle je vais ajouter des extensions et des contraintes. Normalement, une couche, une abordage par couche nous aide vraiment parce qu'on peut, au niveau national, de dire notre profil national de patient, c'est ça, le patient gender, c'est ça, l'état civil du patient, c'est ça, ces valeurs. Donc, on évite des choses que normalement seraient répétées pour chaque projet. Donc, on fait des orientations nationales et là, sur cette orientation, on fait les spécifications de chaque projet. Chaque projet peut avoir des sous-projets, des sous-couches. Donc, le numéro de couches, comme je l'ai dit ici, il n'est pas limité. Et ce qu'on fait, c'est contraindre et ajouter des extensions. Je vois qu'il y a quelque chose dans la chat. Oui, donc, c'est pas la... Pardon. Je suis perdu ici dans les slides. Alors, je ne sais pas, le groupe des participants, si sont des gens qui sont préoccupés avec des projets, des extensions nationales, est-ce que ça fait du sens, ça a du sens ce que je viens de dire? Est-ce que les participants ici s'identifient un peu avec l'objectif? Ça, c'est l'objectif de Profilify, c'est de créer cette couche et définir cette couche. Est-ce que ça a du sens, la façon comme je l'ai présenté? Un peu de feedback m'aiderait énormément. Pas de feedback? J'espère qu'on a quelqu'un là encore. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on est toujours là, mais vas-y, Amadou, je t'en prie. Non, en tout cas, moi, ça fait du sens pour moi, de la façon dont
la structure en couche est faite par rapport à ça. Donc, spécification du projet, il faut savoir le projet dans lequel tu travailles. Si j'ai dit des bêtises aussi, il faut me dire. Et effectivement, donner le vocabulaire au niveau national et puis, les autres étapes qui suivent. Pour moi, ça a du sens. Merci. Alors, la session aujourd'hui, c'est un peu courte, mais je vous invite toujours à participer, hein, parce que c'est pour donner des orientations, des idées. Donc, j'ai peut-être plus d'informations, mais c'est très important de savoir si ça a du sens pour les gens qui sont là, qui participent. Alors, j'avance en sachant que prière de participer s'il y a des aspects pas clairs ou que je dois adresser spécifiquement. Chaque profil de Fire va adapter les specs de la couche inférieure, des couches inférieures à notre contexte. Donc, le plus important là est savoir ça sert à quoi. Donc, ma couche, c'est quelle couche? C'est la couche nationale, c'est une couche internationale, c'est la couche pour un projet. Normalement, à mon avis, tous les couches disent oui, c'est pour un projet, mais je vois pas pourquoi ça ne devrait pas être national. Donc, normalement, les gens pensent que je vais faire pour mon projet, mais sûrement les autres projets auront les mêmes besoins. C'est pas toujours clair et c'est pas toujours vrai. Donc, c'est un point d'attention que si on fait les choses pour un projet, on a un set de requirements, de besoins qui sont exprimés et certainement, il y aura un autre projet qui pourra faire casser notre base, donc nos besoins fonctionnels et notre présomption. Mais en connaissant notre scope, le profilage, c'est basiquement de définir que oui, pour mon projet, je veux ça, mais je ne veux pas bloquer les autres projets. Donc, c'est la phrase ici. Être flexible avec ce qu'on va accepter. Donc, si pour mon projet, je n'ai pas besoin de patient gender, c'est bon, mais ça m'oblige pas comment dire, à supprimer cet élément, parce que s'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer le patient avec le sexe du patient, pourquoi pas? Je vais l'ignorer sûrement, mais pourquoi pas? Donc, c'est toujours un peu important de suivre ce type de principe. Flexible avec ce qu'on accepte et strict avec ce qu'on envoie. Si on suit ce principe-là, on aide vraiment beaucoup à l'interopérabilité. Parce que si tout le monde est trop strict, ça va casser plus rapidement. Et on a aussi des contraintes idéales que oui, c'est parfait. On veut, par exemple, dans un value set, on veut dire oui, cette-ci, c'est la liste des maladies qu'on veut mettre dans la carte sortie, je ne sais pas comment dire en français, et rien d'autre. Donc, voici la liste des maladies et rien d'autre. Bon, si quelqu'un fait quelque chose qui doit changer, l'effet, c'est que à cause d'un valeur par un système, par un médecin, les données de ce patient seront complètement perdues parce qu'il ne passe pas sur la validation qui dit que les seules valeurs qui sont acceptées sont ceci-là. Donc, j'espère que ça soit clair aussi, d'être un peu flexible et anticiper que nos besoins d'aujourd'hui ne sont pas nos besoins de demain et nos besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins des autres projets. Donc, c'est mieux d'être un peu prudent et de ne pas mettre les contraintes idéales. On fait que les contraintes, on fait que des définitions de quelles sont les choses on a vraiment besoin. Si on n'a pas besoin du sexe du patient, ça ne nous oblige pas à le supprimer. Donc, on n'a pas besoin, donc on peut le recevoir ou non. Mais c'est ça. Donc, l'objectif de FIRE, c'est d'adapter les contraintes qui sont définies pour un projet, pour un pays, et adapter la norme technique à nos besoins. Donc, j'avance en vous invitant à toujours réfléchir et challenger.
les J'avais ressources. levé la main. Oui, oui, oui. Ok. En fait, j'ai une question. Je voudrais bien savoir, par exemple, euh, dans certains projets ou bien dans des pays, les gens vont vous dire d'être le plus spécifique possible par rapport à leurs besoins. Oui. Et quand cela vient en contradiction avec une normalisation internationale, une réutilisation internationale, quelle est l'attitude à adopter, par exemple? Ouais. Là, je me remettrai vers ça. Donc, si un projet dit qu'on a quelque chose qui est, bon, si on imagine que les specs du projet ne sont pas compatibles avec les orientations nationales ou avec les contraintes normatives internationales, donc si ce rectangle-là, si c'est un peu vers la gauche, qui n'est pas supporté par ça, là, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire, OK, donc on va ignorer, dans cet aspect, on va ignorer cette couche et se baser directement sur la norme FIRE. Donc, oui, j'ai pas mentionné, mais ça doit être toujours en forme de pyramide parce que si on a quelque chose, euh, parce que comme on va voir, les contraintes, dans FIRE, le profilage, c'est des contraintes. On va réduire le périmètre de la couche antérieure. C'est pour ça que oui, c'est comme ça que ça marche. Donc, si on a des contraintes très spécifiques, c'est bon. Bon, c'est normal pour un projet, mais si nos contraintes très spécifiques sont contre les contraintes très spécifiques de la couche, d'une des couches inférieures, ça nous dit que la couche inférieure n'est pas bonne pour notre spec. Donc, on doit se baser dans la couche antérieure. Et pour la question que je sais pas si c'était ça serait la prochaine question, et pour les cas que la spec de base FIRE n'est pas suffisante, on peut pas utiliser cet aspect de la norme FIRE. Donc, ça, c'est clair. Donc, on fait les couches d'une façon que la couche qu'on choisit comme base doit supporter nos contraintes. Si on doit faire quelque chose qui n'est pas possible, donc par exemple, si on dit dans notre pays, on a 5 sexes des patients, c'est pas possible. Pas du tout. On peut ajouter quelque chose à côté, on peut ignorer le patient gender qui existe, on peut faire quelque autre chose à côté, mais on peut pas utiliser cet élément-là de données pour supporter 5 types de sexes de patients, 5 valeurs différentes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, José, si je peux me permettre, je pense que Ousmane, tu as une très bonne question. Et donc, comme José vient de dire, tu peux étendre la spécification avec tes besoins spécifiques projet et tu peux carrément, on va dire, ajouter, si tu veux, que ça soit des nouveaux champs ou des champs qui te permettraient d'avoir cette flexibilité. Après, si ça remonte aux contraintes normatives, par exemple, on a eu le cas, et José, tu pourras en parler au niveau du Vietnam et du profil HIV qui a été mis en place, on avait dû en fait refaire un retour à l'OMS pour qu'il change, si tu veux, le profil lui-même pour qu'on puisse l'adapter. Donc, il y a toujours, on va dire, des options, mais comme dit José, à un moment ou à un autre, si tu arrives à on va dire des besoins que tu as qui sont en dehors de la spécification de base FIRE, donc vraiment la dernière couche de la pyramide, après là, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais avant d'arriver là, si jamais tu as ce type de questions, n'hésite pas à le mettre dans le groupe qu'on a sur Teams, ou sinon de venir dans ces side chats ici qu'on a avec José, avec les autres experts, pour dire qu'est-ce que je devrais faire. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a aussi la théorie, puis on a la pratique, et idéalement, on se sert des expériences de la pratique pour faire évoluer, on va dire, la norme FIRE entière, et aussi les best practices qu'on doit mettre en place au niveau de dire comment bien profiler tout ça et comment bien mettre en place ça dans des cadres projets spécifiques dans les pays avec on va dire des révisions nécessaires et des adaptations nécessaires qui sont la plupart du temps basées sur le côté national, que ce soit les vocabulaires ou que ce soit le côté législatif ou autres réglementations qui viennent rajouter, si tu veux, des contraintes ou des éléments dans la spécification. J'espère que ça a clarifié ta question, Ousmane. Sinon, n'hésite pas à reposer une question ou à continuer à nous demander sur les exceptions qu'est-ce qu'il faut faire. Merci, c'est parfait. Par contre, je voudrais même… Oui, allez-y. Oui, José, je voulais juste rebondir sur ce que
sur le sujet, c'est-à-dire par rapport à l'approche en couche que nous avons ici. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être que ça va aider si en expliquant, on pouvait utiliser des exemples concrets par rapport, je pense que ça va aider à la compréhension. Merci. Oui, on a basiquement on a maintenant une demi-heure pour essayer, mais j'essaie de donner des exemples, mais on a un exemple très pratique de ça. Mais je voudrais faire un petit exemple des conséquences de l'impact pratique de ça. Par exemple, si on travaille sur la couche d'un projet, on peut être très spécifique parce que c'est pour notre projet. On ne devrait pas être trop spécifique parce que si demain quelqu'un veut partager des informations avec notre application, ça serait plus compliqué. Mais si on travaille sur la couche nationale, là, on aura bien besoin de ne pas introduire des contraintes qui demain, il y aura un projet qui n'a pas besoin. Par exemple, je connais un projet où quelqu'un a décidé que pour des questions administratives, le sexe du patient serait obligatoire. C'est intéressant, mais à partir du moment que les données du patient ne sont utilisées que pour les systèmes administratifs, mais pour des autres, par exemple, statistiques, là, on a un problème parce que l'aspect national dit que le patient doit être le sexe comme toujours rempli. Et bon, là, on a un problème. C'est une des conséquences. Si on est trop détaillé, trop spécifique dans la couche nationale, et ça c'était le point. Pour ceux de nous qui vont travailler dans la couche nationale, c'est très important d'essayer ou de garantir qu'on n'est pas trop spécifique, on n'ajoute pas trop de contraintes parce que la conséquence, c'est que s'il y a un projet qui ne peut pas suivre cette contrainte, il va éviter complètement la couche nationale à cause d'une virgule, à cause d'un value set, à cause de quelque chose qui sera normalement très petit. Par exemple, le sexe du patient. J'espère que ça c'est un point de réflexion qu'on prend souvent. Donc, je vous conseille de toujours tenir attention à ça. Donc, en sachant que c'est en couche, je voudrais maintenant montrer comment les couches travaillent techniquement. Si on n'a pas plus des questions. Non? OK. Donc, les ressources de base FHIR, ils nous présentent la règle de Pareto, donc la règle des 80-20%. Donc, les choses les aspects, les données qui sont échangées dans les 80% des cas, on les met dans la norme. Les autres 20% pour lesquels on a besoin de bien plus de travail et de discussion, la norme les évite parce que la norme permet de créer des extensions, des contraintes exactement dans ces couches de travail qu'on a vues. Les ressources FHIR sont conçues pour être profilées. Il y a des contraintes et il y a des extensions. Donc, oui, par exemple, oui, c'est un exemple de comment faire des contraintes en FHIR. FHIR nous permet de faire du reste des messages de subscriptions, etc. Donc, si FHIR nous permet tout ça, pour notre modèle de travail, par exemple, pour une application, pour échange de données de prescription médicamenteuse, on va choisir de tout ça que FHIR nous permet, quelles sont les choses qu'on veut sélectionner, qu'on veut dire c'est comme ça. Donc, on peut dire dans notre pays, la prescription médicamenteuse sera dans reste avec ce type de ressources et ce type d'impact. Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vais peut-être... c'est ça, je vais avancer sur les aspects même de contrainte. Donc, comme on a vu, les éléments codés sont associés à un value set dans FHIR. Dans la terminologie encore, des value sets sont obtenus des code systems. Et tout ça sont sous FHIR. Et tous les identifiants, je ne sais pas, sont associés, oui, tous les unique identifiers
sont associés à une chose qui s'appelle naming system, donc un système de nomination. Donc, et tout ça qui est souligné sont des ressources FHIR pour lesquelles on peut profiler. Je vais donner des exemples. C'est plutôt important de faire ça. Une brève abordage ou introduction à comment ça se fait en pratique. Normalement, je conseille, j'utilise toujours une itération, un abordage itératif. C'est qu'on a des cas d'usage pour lesquels on définit quels sont les échanges de données qui sont présents dans ce cas d'usage. Donc, si on a un cas d'usage qui n'a rien à voir avec l'échange de données, on n'a pas besoin de profiler en FHIR. Mais tous les cas d'échange de données, par exemple la transmission, réception de prescriptions médicamenteuses, on utilise, donc on a un cas d'usage, prescription X et prescription Y, prescription, dispensation sans prescription, etc. On liste tout ça et on définit quelles sont les méthodes d'échange. Et ici, c'est entre parenthèses, mais je voudrais bien suggérer que ça devrait être obligatoire, faire les modèles données fonctionnels. Donc, c'est en pratique, pour moi, c'est la plus grande aide qu'on ait dans FHIR, c'est on passe pas directement à la technique, on valide avec nos équipes, nos stakeholders cliniques et fonctionnels et business pour dire oui, notre compréhension de ce que vous venez de dire, c'est que le patient a le sexe comme obligatoire, oui ou non, indépendant si c'est une extension, une ressource ou 3 ressources en FHIR. Mais la clarité de quels sont les besoins fonctionnels donnés, pour moi, c'est très important. Et après, on a l'implémentation technique qui consiste essentiellement à choisir la couche base. Donc, est-ce qu'on a une couche nationale qui s'adapte ou non? Est-ce qu'on a la couche internationale qui nous aide ou non? Ou est-ce qu'on doit se baser sur la couche base FHIR, hein, sur la norme FHIR directement? Donc, le choix d'une base. Après, on fait des profils de ressources. Je vais vous montrer comment ça marche. On doit choisir des vocabulaires. Par exemple, quels sont les types de codes qui sont acceptés pour le sexe du patient, pour le gender identity, etc. Et on fait normalement, je conseille toujours de faire des exemples. On a un grand valeur ajoutée quand on fait, voici la spec techniquement, hein, voici l'aspect technique et voici des exemples qui valident qu'on a bien pensé, on a bien adressé les points qui étaient ouverts dans nos besoins. Donc, ça nous permet de valider notre spec internement et aussi, ça nous permettra aussi de créer des cas de test pour les applications qu'il faut implémenter. Donc, c'est toujours une bonne idée de créer des exemples d'utilisation. Est-ce que ça a du sens? Des questions? Je ne vois pas s'il y a. Je vois si la question RESTful est-il de ce type? Je ne comprends pas la question. Oui, tout à fait. Quand vous étiez sur la partie REST versus documentation, donc j'avais demandé si RESTful est de ce type, REST versus Oui. documentation. Voilà, c'est ça. Non, donc, par défaut, quand on parle de FHIR, par défaut, j'adresse toujours ça comme en basant sur RESTful. C'est toujours la base. On peut faire des autres types d'échanges, mais pour des effets. Alors, en pratique, la plupart des specs sont démarrés par l'analyse RESTful. Et normalement, donc, selon cette slide-là, on va choisir la base, on va faire des profils de ressources, de vocabulaire, on a les modèles de données. Tout ça, c'est indépendant de la couche physique, de la façon physique de transport, c'est RESTful, c'est documents, etc. C'est push or pull, etc. Donc, normalement, pour défaut, pour simplifier les explications, j'utilise FHIR RESTful pour tous les aspects. Si nécessaire, je parle de documents ou messaging ou subscription, etc. Ça va? Oui, c'est bon. Merci bien. On a ici dans les slides que vous avez ou vous recevrez, c'est, je vais vous montrer une des, alors,
je montre l'aspect principal. Là, c'est ces graphiques-là, donc RESTful, not RESTful, qui démarre la communication, est-ce que les données existent déjà ou non, c'est une ressource, c'est plusieurs ressources. Donc, il y a une énorme quantité de questions et de points pour décider est-ce qu'on parle de REST search, batch search, est-ce qu'on parle d'un filter, qui c'est un search générique, est-ce qu'on fait de subscription, est-ce qu'on fait de REST, est-ce qu'on fait de documents, etc. Donc, on a une decision tree pour ça, pour nous aider à ces types de décisions. Donc, et ça, je peux montrer, c'est une couche d'HL7 International. Donc, ça, c'est pas la norme base. Ça, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, ou ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le DaVinci EHRX. Donc, ce type de publication, c'est une couche supérieure à la base FHIR. Donc, si qu'on existe ici, ça sert pour orientation, ça sert pour clarifier certains aspects de la norme FHIR, mais c'est pas la norme. Donc, on peut être compatible avec FHIR sans être compatible avec ce type de spécification, mais ça, c'est une couche. Donc, je prends le point là pour dire, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, l'aspect d'une spécification FHIR, c'est ça. Donc, on a la norme FHIR, comme vous connaissez déjà. Donc, Pouvez-vous nous mettre le lien dans le chat, ainsi on va cliquer là-dessus et regarder. Je peux la mettre là, mais en tout cas, vous le recevrez dans les matériels qu'on utilise. Ça et des autres matériels aussi. Donc, c'est déjà dans le chat. Mais ça, on appelle un implementation guide. Un implementation guide, c'est un ensemble des contraintes et des extensions et de la narrative du texte, la narratif, qui sert de support à une spécification d'un aspect spécifique d'utilisation de la norme FHIR. Donc, on peut naviguer un peu, mais pour l'instant, je voudrais retourner à ma application pour dire, alors, pour clôturer les aspects de modélisation, oui, c'est très utile, non. Alors ça, c'était ça que je pensais il y a un an. Il peut être très utile. Maintenant, je suggère que c'est absolument essentiel de conserver, de capturer vos modèles de données de façon fonctionnelle. Donc, c'est bon de voir que c'est optionnel, faire un modèle logique de données, mais je ne peux pas souligner suffisamment que c'est très important parce que sinon, aujourd'hui, on utilise la norme FHIR R4 et si on doit migrer vers la norme R5 ou si on doit faire le travail d'adaptation d'un système d'un pays pour l'autre, si chaque fois qu'on doit changer un aspect, quel que soit de la norme ou de notre contrainte, si on doit descendre au niveau technique, c'est très difficile. Donc, je vous conseille toujours de prendre le modèle donné pour faciliter les discussions, pour valider les discussions et pour permettre qu'aujourd'hui, vous devrez faire la migration de FHIR 4 pour R5. C'est facile, on doit refaire la partie technique, mais on ne doit pas rediscuter la partie fonctionnelle parce que une prescription, c'est une prescription. Donc, c'est toujours la même chose, soit en FHIR, soit en FHIR 4, soit en FHIR F5. Si vous avez déjà nationalement un modèle de données, utilisez ce modèle. Sinon, on peut toujours commencer par le modèle de ressources FHIR, c'est-à-dire c'est comment mon patient, donc je vous montre, donc voici la norme FHIR. Un petit truc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est toujours facile d'aller en ressources si vous connaissez déjà le nom du patient, de taper simplement le nom du patient.html et là, c'est la ressource patient. Donc, quel serait mon modèle idéal du patient national? Je peux avoir des idées, je peux passer 6 mois pour demander aux experts et aux oncologistes, etc., quel serait le modèle de données d'un patient, mais en pratique, le plus facile, c'est dire est-ce que ça correspond à mes besoins ou non? Est-ce que le modèle qui existe aujourd'hui en FHIR correspond ou non à mes besoins? Si ça correspond, c'est toujours une très bonne idée de démarrer par là
et pas de tout réinventer parce que oui, c'est déjà quelque chose qui existe et c'est ça, à la fin, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, le patient a des identifiants, un statut Est-ce qu'il y a une certifiant. traduction en français de ça? Non, on a démarré donc ça c'est les aspects techniques et en fait, ça c'est le nom des attributs. Donc, dans le JSON, on va pas, on va avoir l'expression, donc le JSON serait identifier, donc c'est dans la couche technique. Une traduction de la description des éléments à partir de cette version, elle est finalement possible, mais on n'a pas encore, je pense qu'on n'a pas eu encore de travail volontiers et l'infrastructure, elle n'est pas encore finie. Mais oui, ce que je dis, c'est possible, mais pas encore fait d'avoir les traductions oui, des descriptions des éléments, en sachant que il y a des choses qui ne vont pas changer. Par exemple, Boolean sera Boolean. La description de Boolean serait, par exemple, cette définition ici, ça peut être traduit, mais ça, c'est le type de données qui circule dans le JSON. Donc, et pour être conforme à la norme, Non, ça ne doit pas changer. non, je vous comprends bien. Ce n'est pas ce qui est à gauche qui est la traduction que je cherche, mais quand je vais parler, par exemple, avec des psychiatres, Oui, que les données patients, ils sont francophones, ils ne comprennent pas, enfin, alors, souvent on a des difficultés avec eux en français. Donc, si j'ai oui, une traduction en français de ce que ça veut dire, donc eux, ils pourront dire oui, oui, ça correspond à mes besoins de oui, données patients. Donc, oui, ça, c'est plus intéressant. Mais si je l'amène oui, en anglais avec des francophones, il va falloir qu'ils comprennent tout, et très souvent, ils ne sont pas parfait, positifs là-dessus, quoi. Voilà, donc, parfait. et on se retrouve à réinventer la roue. Merci. Oui, donc je vous retrouve ça comme un challenge, hein. Donc, je pense, alors, si on veut parler avec les médecins, les psychiatres, etc., ils ne vont pas savoir, ils ne veulent pas savoir normalement si c'est une ressource ou autre. Ce qu'ils veulent, c'est le modèle de données. Donc, dans notre modèle de données, on a le patient. Donc, c'est une couche un peu supérieure. Donc, parce qu'ici, c'est la norme FHIR R5, donc la version R5 de FHIR, qui contient ce type d'attributs. Mais effectivement, pour les discussions entre les fonctionnels, entre les cliniques, on devrait avoir les désignations dans la langue des professionnels. Et ça, c'est possible, donc très brièvement, je ne sais pas quand, mais la norme FHIR, l'écosystème FHIR prépare déjà la traduction. Donc, concrètement, je vous propose et je vous présente des exemples que les ressources, oui, on pourrait les traduire, les descriptions et les contraintes de chaque ressource technique, mais le plus intéressant serait d'avoir une abstraction du modèle de patient. Et ça, c'est ça que je viens de dire, c'est très important de l'avoir. Donc, quelle est la définition fonctionnelle, pas technique, nationale, au niveau national, de mon modèle de patient? Si je dis que le patient a un identifiant et un état, donc identifiant état, je peux les appeler parce que c'est mon modèle de données. Et ça, après, ça se map vers l'attribut identifier de FHIR et l'attribut active de FHIR. Mais pour avoir un modèle de données fonctionnel, ça devrait être traduit. Peut-être je peux présenter un exemple là. Alors, laissez-moi voir. Oui, très rapidement, je vais avancer très rapidement et je vous invite à revoir la vidéo, si vous me permettez, pour gagner un peu du temps, pour démontrer en pratique comment est-ce que ça se traduit. Donc, dans FHIR, on a tous les types de données et toutes les ressources sont basées sur la classe base. Donc, ici, c'est un diagramme de classe qui dit quels sont les attributs qui sont permis dans chaque ressource. Donc, c'est une définition technique dans la norme. Donc, la norme est très structurée. Pour le profilage, on a une page dans FHIR qui nous explique comment le faire, mais le profilage est un mécanisme technique. Donc, c'est pas de décrire du texte pour dire ici, dans cette norme nationale, le patient a... Non, c'est quelque chose de technique, c'est ça qu'on va faire. Et dans cette définition technique, désolé si je parle un peu plus vite, mais je ne voudrais pas laisser l'opportunité de vous présenter en pratique comment est-ce que ça est, mais j'ai préparé quelque chose qui pourra vous aider à le consulter après. Donc, une ressource dans FHIR est une structure de données.
En Fire, la façon de le dire, c'est on a une ressource qui c'est une structure definition qui contient des éléments. Donc, voici des éléments là. Donc, et dans Fire, toutes les ressources Fire sont définies comme une structure definition. Donc, il y a quelque chose là, il y a un fichier, un JSON, dans la norme Fire qui contient la définition du patient. Donc, la ressource patient qu'on a vue, ça, effectivement, ça correspond à une structure definition, à une définition de structure qui dit la ressource patient a ce titre, cette définition, etc., le copyright, etc. Mais surtout, il a l'élément 1, l'élément 2. Donc, l'élément 1 serait l'identifier, l'élément 2 serait le active, et l'élément 3 serait le gender, etc. Donc, on liste des éléments, et les éléments sont, donc il y a ici l'element definition, c'est défini aussi. Donc, c'est une définition technique de chaque élément de données dans chaque structure. Ça, c'est très important. Je vais montrer un petit exemple. Parce que chaque élément de Fire, donc en définissant une structure, on définit la définition de cet élément, la cardinalité, donc si c'est obligatoire ou non, si c'est plusieurs ou non, si on a les liens vers les terminologies ou des contraintes, par exemple, si on peut dire que si les patients à l'état actif, la date de décès ne peut pas être remplie, quelque chose comme ça. Donc, chaque élément de données a une définition technique qui est utilisée par tous les systèmes de profilage. Et c'est ça qu'on fait. Donc, je voudrais montrer une chose très petite là, un petit détail, c'est que dans la base ici, on voit ici qu'on a une extension. Donc, toutes les choses qui sont dans Fire, soit les éléments, soit les ressources, peuvent avoir des extensions. Donc, en sachant qu'on peut ajouter des contraintes et on peut ajouter des extensions, c'est ça qui nous permet de faire le profilage. Donc, j'avance un peu pour ça. Pour les extensions, voici les liens. Vous aurez le lien pour dire comment est-ce que Fire adresse l'extensibilité. Donc, voici, quand on dit tous les éléments ont une extension, c'est comme ça que ça marche. Donc, extension, c'est un attribut de toutes les ressources et tous les types de données dans Fire. Et on a une grande liste d'extensions déjà prédéfinies dans Fire. C'est important. Pour les terminologies, et je voudrais vraiment montrer des exemples, ce qu'on fait dans Fire, c'est pour dire, pour cet élément de données, on a le value set X ou le value set Y. Et on peut définir, dans la définition de chaque élément, on définit quelles sont les valeurs permises en les liant vers un value set. Je pense que la meilleure façon, c'est, si c'est des opérations, avec votre permission, je vais pas adresser ça. Search parameter, c'est aussi une autre chose qu'on peut montrer, qu'on peut faire des contraintes, qu'on peut profiler. On a des contraintes de flux de travail et de documented messages. Je vais aussi faire le petit skip ici. On a des questionnaires. Ça serait quand même un sujet pour une autre question, pour une autre session. Alors, et là, c'est la déclaration de capacité, donc capability statement. Je pense que c'est pas essentiel pour aujourd'hui, mais ce que je voudrais montrer, c'est un petit exemple, donc avec les outils, ce qu'on fait. Donc, la spec une spec National Fire, on peut avoir des outils comme Forge. Sushi, c'est un système très utilisé, j'utilise toujours tous les jours pour faire des profils Fire. Et on a Fire Toolkit qui a quelques utilités là pour utiliser. Donc, mais c'est tout texte. Je vais vous montrer ça. Je pense que vous voyez mon écran. Est-ce que mon éditeur, c'est visible? OK. Donc. Oui, c'est sombre, mais c'est visible. Oui. Donc, je vais vous donner le plus important, c'est le lien là. Donc, le lien, je vais le mettre dans le chat. La réponse à la question d'Amadou, c'est à l'échelle nationale. Oui, ça dépend des couches où on veut travailler. Normalement, ce que dit,
ce que je dis ici, c'est applicable soit à la couche nationale, soit à la couche régionale, soit à la couche d'un projet spécifique, soit une couche globale comme OpenHI ou etc. Ce que j'ai fait ici comme un exemple, c'est comment est-ce qu'on fait un implementation guide. On va avoir une session plus avancée ou plus pratique de comment faire en pratique un implementation guide. Mais ici, je voudrais montrer simplement, vous l'avez déjà, vous pouvez avancer, il y a le branch making of où j'ai mis les changements, pardon, les changements que j'ai faits. Oui, je veux pas. Oui, je veux pas que, oui, c'est ça que je veux. C'est pour vous dire que quand on fait une spécification, soit un implementation guide national ou pour un projet, on démarre, on fait le first start, on change quelque chose et après, on peut ajouter des choses. Et après, le pas suivant, c'est ajouter un modèle logique de données. Donc, le modèle fonctionnel de données que je vous ai dit. On peut avoir des profils, des ressources. Je vais utiliser cette opportunité pour vous dire comment quel est l'aspect de ça. Donc, si on dit, voici le modèle de données, par exemple, pour l'immunisation, pour la vaccination, vous voyez ici, c'est une ressource du type Structure Definition. Et là, je dis que voici l'élément X qui a le minimum, donc c'est zero to many, donc c'est la cardinalité ici. Ça, c'est les aspects qu'on devrait traduire vers le français. Et je vous montre comment ça apparaît dans la publication. Oups, pardon. Ce qu'on fait, c'est en préparant ce type j'espère que ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Désolé. Donc, je vais faire une autre chose ici à côté. Ça, c'est un peu, j'avance un peu vers la session suivante, mais en ayant ce type de contenu, pardon, les modèles. Donc, vous voyez ici, le modèle, je pense que ça sera lisible. Voici la structure definition où je définis le modèle pour l'immunisation, qui aura l'identifier, le status reason. Ça, c'est la langue FHIR. Voici les éléments. Et pour chaque élément, on a le type d'élément. Et pour certains éléments, on a aussi, par exemple, je sais pas. Donc, oui, j'ai plusieurs types de données. Cette spécification, c'est digéré par l'outil de publication qu'on a ici. J'attends quelques secondes jusqu'à l'instant que ça soit prêt dans ma machine. Ce que je voudrais montrer, c'est que on travaille toujours dans la source. On obtient des contraintes, des définitions de nos gens, de nos collègues du fonctionnel, du business. Et là, on prépare des specs qui sont les specs publiés, publiables. Et donc, ça prend quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, ça dépend de la taille de notre exemple. Et là, je fais, par exemple, je vais ouvrir ça, peut-être plus rapide. Et voici quand je fais tout ça, la machine nous donne ça. Donc, voici ça c'est le résultat. J'avais un modèle de logique donnée. Voici le modèle logique donnée. Et ça, je ne sais pas qui l'a demandé. Ça, c'est la partie que, par exemple, on pourrait vraiment avoir en français. Donc, c'est un modèle fonctionnel donné qu'on a défini. Après ça, on définit le profil d'immunisation. Donc, en se basant sur un modèle logique donné, on a vu que, oui, on a besoin d'ajouter cette extension-là, etc. Donc, ça, c'est le profilage. Je vous invite à consulter ça et de s'engager via chat.fire.org pour les détails de ça. Désolé de ne pas avoir plus de temps pour faire le walkthrough détaillé, mais on a fait step 1
le modèle de données. Et le step 2, c'est OK, dans les ressources qui s'ajoutent là, les ressources ajoutées, c'est la ressource immunization. On va ajouter ce qu'on a besoin. On va prendre les contraintes, par exemple, le paramètre education, on veut le supprimer, c'est bon. On veut, par exemple, changer les value sets. Ici, c'est les value sets qui sont déjà préconisés. Donc, le profilage de FHIR, c'est essentiellement, c'est ça, c'est de prendre définir des modèles. Il y en a beaucoup de façons de définir ce type de modèle. Et il y a un autre, désolé de prendre 1 minute en plus, si je me permets, c'est un autre exemple que j'ai ici, c'est peut-être l'exemple le plus facile, je vous donnerai les deux. Pour créer des modèles, par exemple, un modèle donné, c'est ça, aujourd'hui, c'est vraiment simple de créer un modèle logique de données. Donc, allergie aux aliments, on définit ça avec nos gens du terrain, nos gens cliniques. Donc, le patient, le type d'allergène, le clinical status, verification status, ça, c'est les discussions. On définit ça avec une langue FHIR. Ça va être créé comme des ressources FHIR, comme on avait vu. Et ça, finalement, nous permet de créer, par exemple, des profils qui sont aussi définis avec une langue spécifique de profilage en FHIR. Et avec tout ça, avec ce type de contrainte, donc on va dire la définition de cet élément et c'est de ça, cet élément n'est pas, donc on va changer les cardinalités, on va changer les value sets, et à la fin, on a ça. On a une publication, on a toujours une publication qui dit, qui contient ce qu'on a défini, hein. Donc voici le modèle logique de l'allergie alimentaire. C'est ça. Ça, c'est le résultat de l'autre fichier que j'ai montré. Voici les profils, voici les value sets, voici les allergies. Pardon, voici les profils. C'est un profil dans ressource FHIR. Et comme on a vu au début, si les ressources allergy intolerance n'existent pas, donc on a un problème. Donc, il faut se baser, pardon, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut se baser sur la couche immédiatement inférieure qui nous permet de faire ça. Donc, si j'ai un allergy intolerance dans FHIR, je l'utilise. Si j'ai un allergy intolerance national, je l'utilise si je peux. Donc, je voudrais faire ce lien-là. Et à la fin, on ajoute des contraintes. Donc, dans chaque couche, on ajoute des contraintes, des extensions si nécessaire, comme cette-là. Des contraintes, par exemple, de value set, par exemple, cette-ci. Voici les allergènes qu'on a pris. Et la publication nous permet les outils de FHIR nous permettent de faire la publication automatique de ça. Alors, très brièvement pour les questions. Est-ce qu'on a des questions? Désolé de ne pas avoir pris du temps pour une discussion plus ouverte. Est-ce qu'on a des autres des points d'attention, des discussions, des débats? Oui? Feedback? Est-ce que ça a été utile? Oui, moi je trouve que ça a été très très utile. Ce qui serait aussi intéressant, c'est de nous envoyer l'enregistrement de la première session et on serait intéressé de suivre toutes les prochaines séries en français. Parce que j'ai suivi quelques sessions de FHIR en anglais, mais c'est plus intéressant en français si on doit Est-ce que ça faire vous le aide lien. Est-ce que ça vous aide de créer ce type d'engagement en français? C'est aussi une doute que j'ai, parce que l'information, c'est tout en anglais, mais est-ce que ça nous aide à créer une communauté plus forte francophone, d'avoir ce Oui, type de discussion? Oui? oui, OK. tout à fait, parce que quand on regarde, il n'y a pas de communauté francophone presque autour de FHIR, hein. Donc, ce serait bien qu'on commence maintenant et puis c'est ce qui va nous permettre d'avancer, hein, parce que c'est vrai, ceux qui sont un peu plus impliqués comprennent les aboutissants avec l'anglais. Il y a pas trop de soucis parce que nous, on aime bien, on veut faire l'effort nécessaire. Mais du coup, quand tu dois parler avec ceux qui sont les cliniciens, tout autour, qui n'ont pas cette maîtrise, souvent on est limité, quoi. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, nous serons aussi intéressés
sur les questions de traduction en français. Si on peut contribuer, ça me fera plaisir. Merci. Ah, ça serait parfait, ça serait génial. Donc, oui, je prends ce challenge-là. Donc, encore, désolé, c'était trop court. Donc, la session en anglais, je pense qu'on avait 90 minutes. Mais pour aujourd'hui, c'est pas déjà pas mal qu'on a vu les exemples concrets. Donc, je vous conseille, je vous demande de créer une compte chat.fire.org, de s'engager et je vais voir si on a une communauté francophone là. Sinon, on la crée. Oui, et je prends comme une to-do que la prochaine session qu'on a, une des prochaines sessions, soit effectivement la partie pratique de comment créer un implementation guide et vous montrer un peu plus les détails, parce que je pense que si on la voit en pratique, on aura plus de conclusions, meilleures conclusions de comment est-ce qu'on doit le faire au niveau national, au niveau de projet. Est-ce que ça vous va? Oui, OK pour moi. Très bien, José. Je pense que c'est exactement ce que attendent beaucoup de participants ici. Donc, ça nous va très bien. Merci encore. OK. Donc, je vous remercie de cette bonne heure qu'on a passée ensemble. J'espère vous trouver dans la prochaine session et prière de demander aux collègues, aux autres personnes qui peuvent participer parce que l'objectif, c'est exactement de créer une communauté francophone des collègues bien engagés, bien curieux, bien connaisseurs de ce qu'on fait pour exactement déployer la norme et augmenter les outils. Et par exemple, créer des traductions références pour le français, ce qui serait très bon aussi d'avoir comme résultat de la communauté. Donc, de mon côté, merci bien. Noah, je ne sais pas si tu veux fermer la session. Ah oui, je peux. Merci tout le monde de nous rejoindre et à la prochaine. Oui. Merci.